Alors, Jonathan, le podcast démarre sur les chapeaux de roue. Il s'appelle « Tenez, goûtez, c'est délicieux ». Je rappelle, à tout effet personnel, pour tout à chacun, la clochette, à toute chose utile, la clochette du pain surprise. Voilà. Que notre invité pourra actionner à tout moment pour faire intervenir donc son invité surprise dont nous ignorons l'identité et qui, à travers cette personnalité, révélera un peu plus notre invité que nous connaissons pour le coup, parce que tout de même, on va pas faire une émission dans l'inconnu. On a besoin d'avoir des repères, des rails, un format. Sinon, où va le monde? Où va le monde? Je vous le demande. Dans le mur? Eh bien non, nous proposons une autre solution que l'impasse et que le mur. Nous proposons du molleton, nous proposons de guider, nous proposons des routes et des chemins de traverse, avec sur le bord, sur les côtés, des génies, des petites fées, des paillettes pour s'amuser, jamais se perdre. Et cette phrase est tellement longue que je n'ai plus de souffle, donc il faut que tu viennes à ma rescousse. Rescousse, Jonathan. En présentant donc notre invité qui s'appelle Elena Noguera. Mais oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est mignon quand ça fait du bien quand ça s'arrête, ouais. Ça atterrit mais moi-même, ça me fait du bien. Mais c'était du Proust marrant. Ah ouais, c'est joli ça, du Proust marrant. C'est que nous, on crie beaucoup, mais pas pour faire les malins, c'est parce que ça nous fait du bien. On extériorise toute cette énergie qui est trop retenue dans nos corps. Mais c'est magnifique. J'étais en train de me dire que vous aviez une chance folle de vous être trouvés l'un et l'autre pour pouvoir vous exprimer de la sorte et être entendus d'une manière, je me disais, mais qui pourrait, parce que je vous ressemble, enfin, à vous deux, mais j'ai pas trouvé une sœur copine, pour, par exemple, une oreille, avec qui je pourrais de toute façon, je n'ai que lui et il n'a que moi. Donc, c'est ça. C'est bien, vous avez une chance on a folle. de la chance. Mais n'hésite pas toi-même à crier, Elena, quand tu en auras envie, ça fait beaucoup de bien et on invite à chaque fois nos invités à le faire parce que les c'est gens très libérateur. Bien sûr. L'autre fois, j'ai travaillé avec, j'enregistrais des voix, j'ai travaillé avec une jeune fille qui a dit, mais moi, je crois que je n'ai jamais crié. Donc forcément, je lui ai fait un cours de cri. Ah oui, c'est mieux. Et ça lui a fait du bien. Attention, parce que c'est très ambigu. Un cours de cri? Non, mais je n'ai jamais crié, je vais faire un cours de cri. Non, pas du tout. Pour les gens qui ont l'esprit mal placé comme toi, oui. Pour les gens normaux, basiques, non. Bien sûr. Moi, j'ai pas pensé que c'était ambigu. D'ailleurs, je suis le diable, je suis le diable dans ce tandem. Vous voyez le mal. Je suis le diable. Alors, Elena, le principe de... Vous appelez quand même Jonathan et Fred. Ah oui. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Vous êtes quand même vous. Bien sûr, on est quand même nous. On n'a jamais été autant nous d'ailleurs qu'à travers ce podcast. Je fais une aparté, mais parce que... En dehors des cris, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui écoute le podcast, qui m'a dit, mais dis donc, ton pote Jonathan, il est très cultivé, en fait. Et c'est, j'ai oublié d'en parler de ça, mais c'est très drôle. Il était surpris, oui. Oui, parce que... En fait, c'est toujours... Forcément. Bon, alors moi, c'est sûr que je ne le suis pas, et j'apprends au contact de Jonathan. Mais c'est vrai que tu es souvent considéré comme un débile dans ce métier. Non, mais les fanfarons sont des débiles. Et Jonathan, en tout cas, tu es l'exemple contraire. Voilà, c'est tout. C'est une aparté. Elena, bonjour. Ce sont les a priori. Écoute, ça s'appelle un a priori. Et si toi la bouche, tu as encore des compliments sur les lèvres. Elena, nous sommes très heureux de t'inviter, parce que finalement, tu es un petit peu comme nous, c'est-à-dire que tu papillonnes, tu es animatrice, tu es comédienne, tu es chanteuse, tu es tout ça, tu fais tout bien, et moi c'est ce que j'aime dans ce métier. On en parle souvent dans ce podcast, c'est cette espèce de protéiformité, si le terme existe en tous les cas. Comme ça, tiens, t'as vu? Ça, c'est des travaux. Mais c'est pas moi. C'est dans Paris. Ah, c'est des travaux. Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Non. C'est pas dans mes talents, non. Et mannequin, parce que tu as débuté, on va dire. Oui, il y a longtemps. Est-ce que tes premiers ronds, si je puis dire, ce qu'elle a été ton premier job? Tiens, vas-y. Oui, c'était ça, mon premier job, c'était mannequin. Et comment ça se passe? Tu as été repéré, c'est un scout, je crois, on disait à l'époque. Non, c'était une copine un peu plus âgée que moi, enfin qui avait 17 ans, qui me connaissait, qui était elle-même déjà mannequin. Tu habitais à Paris à ce moment-là? J'habitais à Bruxelles. À Bruxelles, tiens donc. Bruxelles. Et dans son agence de mannequin, il cherchait une petite fille de 10 ans pour une pub. 10 ans? Ah oui, pour une pub de jus de je sais pas quoi. Mais alors dis-moi, pardonne-moi, mais on dit mannequin ou comédien quand on a 10 ans et qu'on cherche une petite fille pour jouer dans une modèle. pub? C'est des petits modèles. Je te modèle. Et donc voilà, de fil en aiguille, elle a dit mais moi j'en connais une qui est comme vous cherchez. Donc j'ai fait ce casting-là et après j'ai fait des photos de 10 ans à 14 en enfant. Et après en poussant et en prenant cette taille-là, la taille que j'ai aujourd'hui,
c'est la taille de mes 14 ans. Donc après, à ce moment-là, ils ont dit, on va la passer chez les grandes. Alors, sujet... Au basket, elle va faire du basket après. Allez, mettez-la dans la section sujet passionnant, basket. Parce qu'un peu d'actualité. Quel regard tu portes sur toutes ces années de mannequinat qui ont été, qui étaient très différentes de... Enfin, j'ose espérer aujourd'hui, où c'est beaucoup plus réglementé et encadré, fort heureusement. Moi, j'avais... Alors, si vous faites référence aux prédateurs, évidemment, moi, j'avais un très bon instinct. C'est-à-dire que j'avais un instinct de protection ou peut-être parce que j'avais été éduquée d'une certaine manière ou quoi, mais de mon caractère... C'est-à-dire que tes parents aussi veillaient à ce que ils te... Non, pas du tout. Justement, ils t'avaient permis, ils t'avaient suffisamment cadré dans la tête pour que tu puisses affronter ça. Je crois qu'il y avait une structure mentale qui fait que j'avais mon instinct. Donc quand les vilains patrons d'agences m'invitaient le week-end pour passer un week-end... J'avais tout de suite l'image de vieux monsieur autour de la piscine avec des jeunes filles en maillot et sans aller très loin, je me disais pas tellement intéressant, j'ai Kundera qui m'attend dans ma chambre. Enfin Kundera pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un auteur de littérature. Tout à fait, oui. J'aimais bien lire et donc j'aime à dire la littérature m'a sauvé la vie. Et bizarrement, les deux sont morts, c'est-à-dire Kundera et les vieux Whistler de 50 ans de l'époque. Ils sont suicidés dans les prisons. Je les ai connus, mais c'était eux d'ailleurs dont je parle. C'est vrai, non, sincèrement. Oui, c'était mon patron, t'as connu Brunel. T'as connu oui, je les ai connus. Mais j'y échappais. C'est-à-dire que j'avais pas... Et puis, comme disait une personne que j'ai vue à la télé, disait que les loups, ils sentent la brebis égarée et faible pour l'attaquer dans le troupeau. Donc, ils sentent aussi ça. Donc, j'ai slalomé avec... un peu d'inconscience. Et quel conseil, justement, tu donnerais aujourd'hui à une jeune fille ou même un jeune mec qui veut se lancer dans le mannequinat parce que Mais de lire. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Non, c'est vrai, tu as puisé beaucoup de choses. Je pense que la lecture, sans blague en plus, là, comme ça semble abstrait comme réponse, mais je pense que dans la lecture, si on commence en plus jeune, permet une maturité précoce, c'est-à-dire qu'à force de lire tous ces destinées, on comprend des choses. On va vite, ça va plus vite, on avance plus vite, on vit des expériences par procuration, mais ça constitue quand même une pensée et ça constitue un homme ou une femme, ça constitue un individu. Donc je pense vraiment que c'est pas une boutade. Je pense que la lecture est une arme de construction massive. Oui, et non de destruction massive. Bien évidemment. Comme l'Irak. On reparlera, on fera un podcast spécial Irak, spécial politique que j'animerai moi-même. Alors, alors, on va commenter. C'est-à-dire qu'elle a le doigt sur la gâchette, si je puis dire. C'est plus précisément le doigt sur la sonnette. Et donc, du coup, vous êtes intéressé à mon pain surprise. Au moment où tu sais que c'était arrivé que quelqu'un est venu avec son pain surprise. Et elle n'a jamais déclenché la sonnette. Oui, parce qu'il a parlé que de lui. Il n'a pas voulu déclencher et les deux se sont battus après en police. Eh bien non, c'est pas vrai. C'était un canular téléphonique sans téléphone, Elena. Bonjour, invité surprise. Bonjour, invité surprise. Bonjour. Alors, on va essayer de deviner qui vous êtes. Ce qui vous lie. Il a l'air sympa déjà. Il a l'air très sympa. C'est le genre de mec dans le bus, tu peux lui parler. Oui, on peut lui demander l'heure en tous les cas. Parce qu'il y a des gens à qui tu parles et ils ne te répondent pas dans le bus ou le métro. Oui, il a une tête de répondre. Oui, il répond. C'est vrai. Mais déjà, et je trouve qu'il faut rebondir sur ce qu'a dit Hélène, sur la lecture. C'est peut-être ce qui vous lie alors. Est-ce que monsieur est libraire? Ah non. Non, il aurait aimé l'être. Oui, c'est vrai. Est-ce que monsieur est auteur? Un petit peu, mais un auteur caché, je pense. Monsieur est bibliothécaire? Non. Monsieur... Ah, il réalise des autodafés, il brûle des livres sur les... Monsieur est un auteur? Monsieur est Victor Hugo? Non. Non, mais peut-être parce que... Non, mais ça pourrait arriver. C'est arrivé dans un podcast que j'ai fait. Et Victor Hugo portait des chemises à carreaux, on le dirait jamais assez. Tu l'as, c'est ça. Ouais. Vous vous êtes rencontrés justement à travers la lecture? C'est ce qui vous a... Non, mais il y a un petit lien. À travers le théâtre, on s'est rencontrés. À travers, vous êtes auteur de théâtre? 6000 questions et 2 heures après, on sait toujours pas. Vous aimez je rappelle que puisque c'est un podcast par définition n'est pas en live, n'hésitez pas à jouer avec nous et envoyer vos propositions. On s'est rencontrés donc au Théâtre National de Nice et moi j'étais à l'époque un peu comédien. Je tournais déjà dans des petits spectacles qui avaient à destination des écoles. D'accord. L'objectif, il y a un indice là, avec école. Ah, vous êtes amis depuis l'école? Non. Sur sa fonction. Ah, vous êtes professeur? Oui, professeur. Il faudrait un truc. Et je dis on dit maître ou professeur d'ailleurs?
On dit rien, on dit monsieur. Monsieur, ouais, c'est vrai. On va vous appeler monsieur d'ailleurs, voilà. Non, Thierry. Ce avec quoi je suis d'accord, ce que je dis aux élèves quand les élèves me disent que la lecture ne les intéresse pas, je leur réponds que la littérature, c'est nous en fait. Je leur dis, mais alors, l'amour, ça vous intéresse pas? La réussite scolaire, vos parents, ils vous mettent pas la pression avec la réussite. Des questions sur le sens de l'existence de la vie. Donc je trouve que la littérature réunit toutes les questions qu'on peut se poser et on peut y avoir toutes les réponses que l'on cherche. Et je dis, la littérature, c'est pas du prêt-à-penser, c'est quelque chose qu'on prend ou qu'on laisse, mais à travers ça, on se construit. Bravo Thierry. Titi. Mais oui. Et monsieur Titi, il est toujours professeur à Nice? Oui, non, il est à Paris. Ah d'accord. Et alors vous êtes connu à Nice parce que toi tu étais de passage à Nice à ce moment-là? Alors moi je jouais une pièce de théâtre mise en scène par monsieur Daniel Benoît que vous devez connaître. Moi je jouais et puis Thierry, il était là-bas, il était proche d'un des acteurs avec qui je me suis bien entendue. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui a été tout d'un coup fusionné? L'étincelle. Parce que on est d'abord allé à la plage. Oui, c'est souvent à la plage. C'est d'abord des moments de partage, mes enfants, mais bien évidemment. Sur les galets chaud. Non, il avait les galets, mais Titi connaissait une petite plage. C'était l'idée d'aller dans des petites criques secrètes. Ah bah voilà. Bah là, on est carrément dans l'alcôve, là. On est carrément dans les. Oui, parce qu'il fallait, c'est un endroit, il fallait descendre. Il y a un petit. Et vous étiez que tous les deux? Souvent. Ouais, souvent. Après, on a invité des amis de temps en temps. Je suis désolé, je vais peut-être aller loin, mais. Donc alcôve, plage, soleil, on est un peu isolé, amitié. Non mais tout en amitié. Est-ce qu'on a pratiqué le naturisme? Ah non. Oula, oui, c'est marrant, ça dévie souvent sur des choses comme ça. Alors c'est pas que ça dévie, c'est que je vais vous le dire, moi j'avoue. Ah non mais voilà. J'ai un kiff Il y a absolu. une anecdote, voilà. C'est que moi, la nudité, mais pas dans le sens exhibitionnisme, même pour moi je parle, je trouve que c'est un sentiment de plénitude extraordinaire. Et j'ai une grande habitude, c'est que quand je suis à la plage, bien évidemment, j'ai mon maillot de bain, mais dès que je vais nager, je retire mon maillot dans l'eau et je l'accroche avec la ficelle à ma cheville et je nage. Et là, tu vois, là, on en apprend, à chaque fois, on apprend un truc un petit peu. Et c'est ainsi qu'un jour, une méduse a piqué mon organe de reproduction. A brûlé mon organe de reproduction. Parce que j'allais dire, attention. Il y a un poisson qui mange les coucougnes. Ah, bah ça, je sais pas. Je ne l'ai pas rencontré, celui-là. Je ne l'ai pas rencontré. Oui, il a un nom marrant. Ah ouais? Certainement. Il a un métier marrant déjà. C'est le coucougnier. Ouais, un truc comme ça, le cucurbe ou quelque chose comme ça. Non. Et c'est un poisson qu'on trouve. Non mais sincèrement, oui. On avait cherché. Mais pourquoi spécifiquement les testicules? Parce qu'il les prend pour des noix. Ah, je l'ai jamais rencontré. Il aime bien les noix. Lui, il se nourrit de noix. C'est une connerie, ça existe vraiment. Non, je vous jure. Vous l'avez trouvé, Fred? Attendez, j'ai un accès à Internet illimité, donc je vais. Poisson manger testicules. Poisson mangeur de testicules. Oh là là. Non, c'est vrai. Tu vois, même l'IA l'a pas référencé. Vous allez le Mais trouver. c'est marrant ce truc de nudité. Moi, j'en parlais. J'ai fait un spectacle. Qui s'appelait Presque Seul, qui est toujours disponible en VOD. Et je disais, il faut que ça respire là-dedans. Ah oui, bien sûr. C'est ça, en fait. Oui, mais moi, c'est vrai que j'aurais peur du tourteau égaré de Bretagne si t'es à Nice, ou même si t'es en Bretagne. Alors, je suis désolé, vous allez dire que peut-être je suis obsédé par la question, mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de temps en temps, quand vous êtes seul chez vous, de faire ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle une cure de nudité? C'est-à-dire se vivre nu chez soi. Ah, mais moi, même mon bain, je le prends en maillot de bain. Hein. Ah ouais. J'ai un maillot de bain, même. Ah oui. Non, on ne sait jamais. Ouais. Tu sais pas. Le fameux poisson dans la baignoire. Je cherche toujours. Vous l'avez pas trouvé? Alors si, le candiru, le poisson, très on parle de la rumeur. Alors, ce qu'on raconte, c'est une légende. Hein, qui attaque les très testicules, qui le remonte. Oui, mais de la légende à la littérature, justement, tu vois, on est dans les mythes, dans les contes. Ah bah moi, j'y ai cru. Et alors, aujourd'hui, Elena et Monsieur Titi, ce qui fait que vous êtes toujours en lien, parce que vous êtes connus à cette époque, d'accord, donc c'est quand tu... Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ensemble, par exemple? C'est au-delà de l'amitié, vous avez un truc qui fait que vous avez des habitudes? Je pense qu'on... Enfin, je sais pas, mais vous avez eu des projets personnels, par exemple? Oui. Ah, bah voilà. J'ai pas entendu. On a eu des projets personnels. Ah, voilà. On a écrit un livre de littérature jeunesse. Je refais là. Chez Actes Sud. Ah, bah voilà. Alors, comment s'appelle ce titre? C'est Manon. Comment s'appelle ce livre, pardon? Manon dit toujours non. D'accord. Et le sous-titre, c'est Je veux pas être une princesse.
Et c'est une petite fille, c'est sorti il y a 8 ans. En 2017. Chez Actes Sud. Et vous l'avez écrit tous les deux ? Oui. D'accord. Et il y a des illustrations ? C'est un livre illustré ? Qui ont été réalisées par Sophie Buxon. Sophie Buxon. D'accord. Ok. Et donc c'est un petit manifeste féministe d'une petite fille qu'on appelle ma princesse et qui va donc destiné aux enfants de entre 4 et 6 ans et 10. Ouais, 4 et 10. Et pourquoi avoir démarré par le truchement de l'enfance, justement parce que en littérature, c'est la première fois que vous avez écrit ? Non, c'est moi qui adore la littérature jeunesse, en fait. Ah ouais, je trouve que c'est super de raconter des histoires imaginaires où les enfants puissent se projeter. Et puis c'est surtout c'est fondateur, parce qu'on a tous... Tiens, c'est quoi, toi, ton livre de jeunesse qui a son... Moi, j'ai toujours J.K. Rowling, voilà. Ah ouais, d'accord. Mais quand t'étais enfant, par exemple. Quand j'étais enfant, non. Quel est le livre il était enfant, il a 16 ans. Hein. Ah oui, c'est vrai. Thierry. Donc c'est ça, c'est vraiment les gens qui lisent Harry Potter. Moi, c'était Oui. Ah ouais, Mon Oui, premier, qui fait partie de Oui. Moi, j'ai adoré apprendre à lire. Ça a été... J'ai vraiment senti que la puissance arrivait en moi. J'ai eu une révélation comme certains avec Dieu. C'est-à-dire que quand j'ai compris à l'école qu'on allait pouvoir lire, je suis devenue ma boule. C'est-à-dire que j'étais dans la voiture, je faisais chier mes parents. C'était à Bruxelles ? Ouais, je lisais tous dans la rue. Les directions, boulangerie, tout prenait un sens, tout pouvait se dire, on pouvait choisir la direction, enfin, tout prenait un sens. Et là, j'ai commencé à lire, mais d'une manière boulimique et féroce. Donc, j'ai lu tous les Oui en une semaine. Ouais. C'est drôle. Et très vite, je suis passée à la bibliothèque verte, rose, et à 12 ans, je lisais Mirbeau. Et toi c'est celui-là, c'est marrant, je cherchais en même temps. Ah, le poisson ? Le livre de petit, là, dont je me souviens, c'est ça, Porculus. Oh, trop joli la couverture. Porculus, et en fait, comme c'est joli. Ah non, je connais pas du tout. Ouais. Mais j'adore l'illustration, est géniale. Les éditions, c'est l'école des loisirs. Souvent Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le... Je l'aurais pas bien aussi pitché, mais c'est que c'est un beau petit cochon, Porculus, qui, tout rond, aime tant la boue si douce. Victime de la propreté excessive de la fermière, il fugue vers la ville, mais le voilà qui, croyant trouver de la boue, s'enfonce dans le ciment. Oh, c'est déjà de la politique, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais déjà politisé. Ça veut bien dire... Non, mais honnêtement, dans la littérature jeunesse, il y a quand même toujours un message. Alors évidemment... Le plus souvent, la bienveillance, la tolérance, et fort heureusement. Mais c'est marrant que toi, Elena, à travers ce livre, qui était d'ailleurs ta première publication. Mais parce qu'Elena, elle est très cartoon, en fait, dans sa vraie vie. Moi, je trouve. Moi, c'était pas mon premier livre. Moi, j'ai écrit des romans d'adultes. Ah ouais. Donc quand tu dis d'adulte, vraiment je crois en 2001 ou 2000, les premiers ont commencé là. Après, j'ai écrit un autre livre pour enfants chez Actes Sud avant celui qu'on a écrit avec Thierry. Et après, donc comme on traîne tout le temps ensemble, en fait, vous demandiez ce qu'on fait. On va au théâtre, on va au concert, on papote, on tire des cartes, on regarde l'avenir, on philosophe. Il est très fort en cartes. C'est vrai. C'est ta passion ? C'est pas une passion, je trouve que c'est un langage en fait. C'est comme la littérature, c'est un autre langage en fait. C'est un langage avec des images, et comme j'ai fait des études d'art à la base, en fait, il y a de l'image qui permet de créer du sens et des mots. C'est ça que je trouve passionnant. Quand tu t'es décidé d'approfondir assez jeune en fait, parce que ça a été un des premiers moyens d'exprimer, de créer du sens, de chercher des concepts. Voilà, les cartes, ça permet de... Moi, ce qui me plaît dans le tarot, c'est que ça raconte une histoire générique. Ça, en fait, de l'arcane 1 jusqu'à la 22, la dernière, je peux raconter une histoire exactement comme un roman. Donc, c'est ça que je trouve passionnant. Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est aussi des idées. Et je reviens sur cet ouvrage que vous avez écrit à quatre mains. Tu parlais d'une sorte d'histoire féministe, hein, c'est ça. C'est quelque chose quand même que tu portes en toi depuis longtemps. C'est quelque chose qui t'a été inculqué par tes parents. Aussi si tu veux. Par tes parents, qui prend évidemment beaucoup de sens aujourd'hui, où on se rend compte de beaucoup de choses. Genre, je parle par exemple des victoires de la musique. Tu l'as bien dit en introduction, où tu expliquais que c'était la première année où on avait plus de femmes nommées, en tous les cas, que d'hommes, ce qui est un problème. Non, mais ce qui racontait quelque chose. À quel moment tu as pris conscience de cette question-là ? Très très tôt, quand j'avais à peu près, je crois dans l'enfance, très vite je me suis rendu compte, quand je suis devenue, quand j'ai commencé à être un peu formée comme une femme, une fille,
C'est-à-dire quand les seins poussent et que vous devenez désirable, je me suis sentie un individu moins. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le plus fort de tous les garçons. J'étais leader et j'étais leader des garçons. Et d'un seul coup, avec ce féminin qui a pris possession de mon corps, j'ai perdu toutes mes forces et je suis vraiment devenue une proie. Et j'ai compris que ça allait être beaucoup moins facile que prévu. Et entouré quand même de... Alors, évidemment, tout le monde connaît ta sœur. Tu avais d'autres sœurs et frères J'ai un frère, ouais. D'accord. Et donc voilà, ça a été tout de suite, mais c'est pas tellement lié à l'histoire familiale, c'est vraiment moi dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait une perte totale de liberté à partir du moment où les garçons ont commencé à s'exciter sur ma personne et que les filles m'aimaient moins, tout devenait un peu complexe. Et donc je dois avoir à peu près 12 ans. Et après, quand je deviens mannequin à 15 ans, je vois très bien l'utilisation qui est faite. Je suis jamais dupe, en fait. Je comprends que je préconise un bonheur complètement factice de femme qui est très contente quand elle met du rimel. J'étais pète de couilles, en fait, sur les plateaux. Je disais, mais je comprends pas. Moi, je veux bien mettre du rimel, mais pourquoi je suis obligée de me baigner dans le parfum et d'être toujours très heureuse quand j'enlève mes cheveux et que je vais laver mes cheveux et que je dis, c'est ridicule. Et en fait, j'avais toujours la conscience et de participer d'un monde qui m'horripilait en étant moi-même collaboratrice, puisque je faisais commerce de ma beauté dans un système qui n'était pas du tout... et donc, j'étais toujours en lutte. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu as voulu un peu arrêter j'étais toujours en lutte. J'ai arrêté très vite. J'ai arrêté d'abord à 17 ans. Puis après, c'était quand même une manière de pouvoir gagner ma vie. Donc, j'y retournais. C'est ça, le piège. Donc, j'étais un peu... Tu te sentais prise en otage? Moi, je prends la Pompadour. Je comprends toutes les femmes, en fait, qui ont utilisé les armes qu'elles avaient. Parce que le monde nous laisse quand même très peu d'air. Donc, parfois, je fais ce parallèle avec... ça arrive de moins en moins, mais très longtemps, dans ma vie d'actrice, par exemple, quand je faisais un film, on me proposait 6 pages un peu dénudées dans Paris Match, et je disais, mais à quand Vincent Lindon à poil sur une peau de bête quand il sort un film? Mais nous, c'était... pas mal, d'ailleurs. Voilà. Moi, ça m'intéresserait. Mais oui. Non, mais c'est vrai, Mais nous, c'est l'espace qu'on nous donnait. On nous demandait nos secrets beauté, et puis on avait très peu d'espace de... Alors après, non, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense que si même Vincent Lindon proposait de poser nu sur une peau de bête, non, mais tu vois, c'est ça qui est aussi... Je suis sûre qu'il y aurait preneur. Mais vous voyez, donc très vite, en fait, on se rend compte, quand on est une femme, que la vie va être compliquée, que dans la rue, on est une proie, que l'espace public ne nous est pas dédié, que tout est une lutte, que les portes s'ouvrent, mais pour des mauvaises raisons. Donc, j'avais rendez-vous avec des gens qui ont du pouvoir, qui tiennent des théâtres, mais très vite, je voyais qu'ils avaient d'autres idées que lire ma pièce. Et donc, on peut utiliser ça, chacune, mais ça limite, mais la lutte est difficile. Ouais, on est dans le compromis permanent, quoi, un peu. Voilà, c'est une lutte, c'est compliqué. Donc là, les femmes les plus jeunes ont pris leur lait et c'est super, mais moi, j'ai toujours été au front. J'ai toujours écrit des pamphlets, ou je sais pas, on appelle ça des tribunes dans l'IB il y a très longtemps. J'écrivais, j'ai toujours pris la parole. Et maintenant, comme on est nombreuses, je me calme parce que la parole est prise par d'autres et donc je lutte moins visiblement parce que la force s'est bien répandue. Mais quand j'étais plus seule, j'étais là. Et justement, tu parles de les plus jeunes. C'est quoi ton rapport avec l'âge? Parce que tu l'as vécu dans, par exemple, les Victoires. Ce que j'ai trouvé formidable dans cette soirée, c'est que on avait évidemment tous les jeunes artistes, à commencer par Théodora, mais il y avait cet hommage à Nana Mouskouri qui était que j'ai trouvé mais d'une émotion. C'était extraordinaire parce que j'ai lu quand même un article quand elle a su qu'elle allait être nommée, qu'elle était nommée pour une victoire d'honneur. Elle a été s'acheter une robe blanche parce qu'elle voulait être voilà, donc il y a un côté, c'est presque, c'était une petite fille qui fait sa première communion, et puis il y avait ces surprises. Enfin, moi j'ai trouvé cette séquence d'une émotion incroyable. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Qui te trouve entre justement ces deux générations-là, c'est-à-dire Nana Mouskouri 90 ans, hein, c'est un secret pour personne, voilà, et Théodora la vingtaine, 22, je sais plus. Et moi 57 bientôt. Je sais pas toi, mais en tous les cas. On parle pas d'âge dans ce podcast. Voilà. Mais non, c'est pas tabou. Si c'est tabou dans le podcast. Non, c'est pas tabou. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est intéressant de se retrouver justement
comme ça, entre ces deux générations, d'être témoin de beaucoup de choses. Mais j'aimais bien, et puis j'ai trouvé ça très joli de lui rendre hommage à elle. J'ai lu après des critiques qui disaient « ça sent la naphtaline », j'ai dit « mais c'est pas gentil », parce que les vieux, ils ont le droit aussi d'être là, et nous, on serait pas là sans eux. T'as l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de sélection, enfin pas de racisme anti-vieux, jeunisme, mais non, pas forcément, je le ressens pas trop. Je trouve qu'au contraire, ça s'ouvre un peu, nous, les femmes, on était enterrées à 40 ans, maintenant à 50. Ouais. Non, mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui grogne. Hein. Il y a toujours un grogneur ou une grogneuse. Qui monte souvent l'épaule comme ça, bien sûr. Des vilaines fées. Oui, histoire de dire un mauvais mot. Ce sont des vilaines fées, bien évidemment. Il faut se bloquer tout ça, il faut les masquer, il faut les bloquer. Oui, il faut les bloquer, et puis il faut rendre hommage aux anciennes, parce qu'on ne serait pas là sans elles. C'est-à-dire que Nana Mouskouri, mine de rien, c'est la première femme publique avec des lunettes et qui se bat d'ailleurs au départ pour les mettre. On lui dit, mais tu vas pas mettre tes lunettes. Ah, tu vois, je ne savais pas, ça, c'est génial. C'est iconique aujourd'hui, comme diraient les jeunes. Mais elle n'a pas joué. Sans Nana Mouskouri, pas de Michel Polnareff, finalement. Mais évidemment. Mais surtout pas d'opticien. Pas de Stevie Wonder. C'est fou. Oui, pas d'optique. Non, j'allais faire des blagues, mais depuis. Tu fais des imitations de gens, non? Parfois. Très mal. Ah. C'est comme ça qu'on les aime, tu sais. Non, mais c'est vrai que c'est toujours. De toute façon, normalement, on a été élevé comme ça. Normalement, on respecte les anciens. Attention. Ah, bien évidemment. Oui, mais là, c'est pas le cas. Hein. Les gens sont un peu. Alors justement, mais après, à quelle échelle, tu vois, entre 10 critiques par rapport. Oui, c'est certainement. Non, mais il y en a qui. Badinter, Elisabeth, elle nous a ouvert des portes. Elle a quand même pensé le féminin. Et quand elle parle maintenant, il y a des féministes qui se permettent de dire elle est sénile, il faut qu'elle se la ferme. Non. Ah oui. Mesdames, non. Ça, c'est un... Je trouve que c'est-à-dire qu'on reproche il faut débattre. En fait, moi, j'ai l'impression que la génération actuelle reproche toujours à la génération d'avant qui a entrouvert la porte de ne pas l'avoir ouverte totalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on leur reproche de ne pas en avoir fait assez, alors qu'à l'époque, faire ce petit pas était déjà un pas de géant, et était du reste même beaucoup plus courageux qu'aujourd'hui, parce que on était, que ce soit le manifeste des 340, je sais plus combien ils étaient, 343, pas loin. Il y avait quelque chose de beaucoup plus engageant, parce qu'on risquait de perdre sa place dans, son métier. C'était condamnable, on allait en prison. C'était condamnable, puisque évidemment c'était braver la loi, et parfois on reproche à des signataires de cette époque de dire qu'effectivement elles sont plus dans un féminisme, ou qu'elles sont plus dans leur idée du féminisme actuel, ce qui est possible, mais on ne peut pas insulter, il faut débattre. Mais on peut pas empêcher et condamner les gens au silence sous prétexte qu'ils auraient vieilli. Il faut débattre et il faut respecter, parce que sans ces femmes-là, on serait pas ici. Nous, à pouvoir penser. Elles nous ont ouvert la pensée. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement, puisque là apparemment il y a un petit créneau politique qui s'installe dans le podcast, avec des questions à la cour de Lambert, on a assisté à des questions de 20 minutes, des monologues de Jonathan, bien sûr. qui parfois sont intéressants, parfois sont insupportables. Aujourd'hui, c'était intéressant. Je crois que depuis un certain temps, on a perdu la nuance. Vous vous souvenez de la nuance? On ne parle plus normalement d'obligé. Et la nuance est en train de revenir, et vous allez voir. Mais je ne sais pas. Ça se rééquilibre. C'est en train de revenir, la nuance. La nuance, le débat d'idées. Le je sais pas. La sérénité. L'absence d'insultes aussi. Voilà. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'insulter l'autre en pensant que c'est une sacrée merde. Et c'est pour ça que moi je propose des débats. La dissertation en première. C'est l'idée d'être capable de disserter, d'être capable d'entendre le point de vue de l'autre. Et oui. Ça, c'est important. Mais parce qu'on vient de passer plusieurs années de c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne va pas. Aujourd'hui, la nuance revient. C'est bien. Et vous allez voir. C'est bien, Fred. Et pour revenir c'est positif. Et pour revenir à cette publication de Monsieur Titi et Mademoiselle Nana, si je puis, pour rester dans l'univers un peu enfantin, Titi et Nana. Nana Nounou. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que toi, déjà, Elena, est-ce que c'est le truc, on l'a évoqué, toutes les activités, toutes les professions, si je puis dire, que tu as exercées, où tu trouves le plus de plénitude? Dans l'écriture, ouais. J'aime bien l'écriture, j'aime bien la solitude, j'aime bien occuper mon temps comme ça. J'aime beaucoup ça. J'aurais bien aimé être écrivain à succès et faire que ça, mais ça n'a pas eu lieu.
Je ne sais pas écrire des choses qui fonctionnent. Tu as quand même écrit, d'après ce que tu nous dis, des romans adultes, des histoires. Oui, mais ça n'a pas vendu suffisamment que pour me faire. Oui, après, est-ce que c'est écrire toute la journée. Est-ce que c'est la seule. Ah oui, d'accord, mais la satisfaction ne vient pas forcément du nombre de lecteurs. Il y a aussi le. Non, mais pour en vivre, elle vient de te dire, tu fais exprès. Oui, bien sûr. Je parle d'économie. Non, je parle d'économie parce que évidemment, je suis soumise également à. Oui, on l'a dit, c'est un business aussi, c'est une économie. Une vie concrète, avec des choses concrètes. Oui. Et donc, dans cette économie qui est la mienne, effectivement, tous mes chapeaux me servent bien. Et toi, Thierry, par exemple, quand tu écris ce livre... Thierry, t'es avec nous? Tu viens de t'assoupir. Tu t'es endormi, Thierry? Tu dormais, tu ronflais d'ailleurs. Moyen, on n'entendait pas un peu. Non, Thierry, c'est faux. Est-ce que... au-delà de ce livre que vous avez écrit ensemble, il y a eu d'autres publications ? Non, j'ai pas eu d'autres publications, mais écrire, c'est fondamental. Moi, j'ai besoin d'écrire. Tu écris pour toi aussi ? Oui. Oui. Après, je pense que même quand on écrit seul, on écrit toujours à destination d'eux. C'est-à-dire, ça n'existe pas, sauf dans son journal intime. Mais je pense que l'écriture, elle a toujours envie d'être partagée. Mais moi, le besoin d'écrire, il est fondamental et il me constitue, en fait. Et quand tu lis les copies de tes élèves, par exemple, est-ce que tu arrives à déceler tout d'un coup des talents où tu te dis, waouh, quand même, là, il y a quelque chose, il y a une personnalité, il y a... Oui, ça arrive. Rarement, mais ça arrive. Il y a des oui, rarement, ça j'imagine, mais... Oui, assez rarement, parce que malheureusement, nos élèves lisent de moins en moins. Ah, et ça, tu l'as ressenti de moins en moins. Ouais. Et qui écrit au cours de cette... Vous t'écris, toi, la journée avec un stylo? Oui. Je vais vous donner... Oui, parce que je corrige des copies. Mais tu donnes un exemple tout à fait probant. Dernièrement, j'ai été obligé de dédicacer plusieurs... Non, mais c'est vrai, mais à la suite... Et vous saviez plus écrire? Mais non, bien sûr, je savais. Mal à la main. Ce que je veux dire, voilà. J'ai eu mal à la main. Tableau, et pourtant, j'adore écrire. Et tout d'un coup, et puis je dessine, j'aime beaucoup ça, autant dessiner. Mais écrire, et de temps en temps, j'avais du mal à bien délier les lettres. Oui. Moi, j'ai un petit carnet pour noter des idées et je m'oblige à réécrire un maximum. C'est vrai ? Ouais, c'est justement. C'est super. C'est très très bien. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut toujours avoir un petit carnet où on écrit tout le temps. Après, moi, j'écris tout le temps Parce que tes élèves ont quel âge en moyenne ? Alors, j'ai 6e, 5e, seconde, première. Et on est déjà évidemment dans l'emploi de l'IA, pour beaucoup. Oui, en première, oui, beaucoup. Ouais. En seconde, je sais pas, mais en première, oui, beaucoup. Et quelle est ta vision de l'avenir pour l'école ? Plutôt pessimiste ? Non, on a dit qu'on était optimiste. Non, je suis pas pessimiste. Je pense qu'il y aura toujours besoin de transmission humaine, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas peur que la machine me remplace, parce qu'elle me remplacera pas, justement, pour rebondir sur l'idée de la nuance. La nuance, la subtilité, la machine, elle peut répondre, mais il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de sensibilité, il y a pas toutes ces choses. Donc, elle répond factuellement, mais et puis elle se trompe tout le temps. Moi, j'ai l'impression. Oui, mais on en est qu'au début. Est-ce que tu crois pas qu'à force de l'enrichir et même de l'enrichir, on va dire de données purement numériques, digitales, froides, on ne va pas même lui trouver au bout d'un moment une sensibilité. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent plus ou moins avec un partenariat. Il y a un épisode de Black Mirror sur Netflix, cette série d'anticipation dystopique. Où c'est comme ça, où c'est une jeune femme qui a perdu son mari, elle fait appel à une société qui lui envoie un robot qui ressemble exactement, qui a la même voix, le physique, mais ça reste un robot. Et non, moi je crois pas. Mais ça, je peux comprendre. Par exemple, si il arrivait un pépin à mon gars, je crois que je préférerais vivre avec un faux mon gars qu'avec un autre gars. Ah ouais. Et si tu regardes cet épisode, tu changeras d'avis. Ah, ok. Parce que ce qui est pas mal ce qui est très bien dans Black Mirror, c'est que dans Black Mirror, c'est toutes les innovations technologiques ou du futur qu'on va peut-être avoir, mais utilisées à mauvais escient. Eh ben oui. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir tout de suite à mauvais escient. Mais c'est très angoissant cette série. C'est très angoissant, c'est pour ça que je le recommande. Moi je fais des conférences au chapeau dans la rue, et je le recommande, qui commence à pas mal marcher d'ailleurs, merci à ceux qui me suivent. Moi je pense que rien ne remplacera la sensibilité humaine, quoi. Je pense qu'aucun câble numérique transféré avec des idées qui passent dans ces câbles ne remplacera mes artères, mon cœur et notre sensibilité humaine. Oui, mais par exemple tes élèves dont le discernement va être peut-être altéré par justement le recours à l'IA, est-ce qu'au bout d'un moment, tout ce qu'on appelle les comportements humains seront finalement générés et en tous les cas nourris uniquement de l'IA et de fait deviendront finalement une sorte de... Oui, il y aura deux catégories peut-être. Que l'IA, si vous voulez dire que l'IA a une influence sur leur comportement... Au bout d'un moment, parce que pour l'instant, c'est nous qui enrichissons et qui influençons l'IA, mais va arriver un moment où l'IA sera tellement riche et supérieure, entre guillemets. Pas, ouais.
Pour l'instant, j'avoue que je passe ma vie à corriger l'IA. C'est-à-dire que quand je vais lui demander fais-moi un texte sur le romantisme, je suis un professionnel, mets-moi, etc. Il y a toujours à un moment donné une erreur et je vais lui dire dis donc ça, tu n'en as pas parlé. Ah oui, bien sûr. Et puis ça aussi. Et puis, en fait, c'est un assistant magnifique. C'est un assistant, voilà. Mais ça ne sera que ça. Exactement. Mais ça peut devenir très pointu. Mais il faudra toujours un peu de nous-mêmes. Oui. C'est aussi des catégories de gens. Parce qu'il y a déjà des gens, moi j'ai vu des interviews de je ne sais pas qui, mais qui disaient moi j'arrive pas à regarder je regarde un film en 1,5 accéléré, en même temps je suis sur mon téléphone. Je comprends même pas l'intérêt de faire ça en fait. Donc tu as quand même des catégories de gens, ça leur suffit. Alors raconte-moi, fais-moi le pitch du film que toi tu vas adorer. Moi j'ai envie de le voir le film. Donc l'autre, lui, ça suffit d'avoir le pitch. Ah ouais, ça parle de ça. Bon. Oui, là dans ce cas-là. Alors qu'en fait, il aurait peut-être adoré, mais donc. C'est l'utilisation comme un outil du quotidien pour aller plus vite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien cette vie-là aussi, un peu restreinte, approximative, et puis un peu zappante. On lit des titres. J'avais un ami qui lisait que des titres de journaux à une époque, et on s'est beaucoup engueulé. Je le vois plus d'ailleurs. C'est les nouveaux humains. Exactement, les nouveaux mangas. Comme tu disais, le rapport à la musique, parce que ces victoires-là, c'est aussi quelque chose. La musique, c'est très important pour toi, évidemment. Mais le fado, c'est quelque chose qui a bercé ton enfance. Oui, ma mère chantait du fado, donc Amalia Rodriguez a été très présente. Et toi-même, t'as chanté. Et moi, j'ai chanté de la bossa nova. Ah, c'était de la bossa nova. Et en fait, la bossa nova qui vient de Brésil, la bossa nova, c'est brésilien et ça me va mieux au caractère jusqu'à présent. Peut-être parce que le fado, il y a quelque chose de plus spleen, de plus. En fait, le fado est un peu comme vos chanteuses françaises qu'on appelait réalistes, qui sont des chants douloureux. Et qui utilisent des voix qui vont comme ça très fort. On peut crier, vous avez dit. Oui. Et que vão cantar sem dor. Bon, et moi. C'est beau. Tu vois, on est des chanteuses de fado, frère. On savait même pas. Vous êtes des chanteuses de fado. Et moi, ce que j'aime, c'est. Olha que coisa mais linda. J'aime le rebondi et la douceur de la bossa. Donc, le fado n'a pas été, pour l'instant, un style musical que j'ai utilisé. Mais et t'es parti enregistrer dans ton spectacle Frida Kahlo un petit peu, non ? Frida Kahlo, c'est des chansons qui sont plus mexicaines, mais c'est vrai que je commence à utiliser cette voix-là et la vie m'a un peu égratignée, comme nous tous. Et donc évidemment, c'est pour ça que je dis pour l'instant, parce que petit à petit, je pourrais glisser vers le drama. Mais jusqu'à présent, j'avais un caractère plus qui voulait un peu plus. Il y a de la sautiller. poésie dans le drama, comment tu le présentes ? Oui, je le dénigre pas du tout, mais par rapport à mon parcours, je n'ai pas trop utilisé cette musique-là. Et quand tu dis je pourrais, ça veut dire qu'il y a des projets justement de musique Oui, je vais enregistrer un énième disque qui sert à rien. Mais oh là là mais elle m'énerve quand elle est comme ça, là, Elena. Enfin, écoute. Oh là là. C'est fou, mais c'est vrai ce truc console de Loïc, j'ai tapé trop fort. Oui, il devient tout rouge. Mais écoute, c'est dingue ça. Écoute. Oh, la gredine. C'est bien tous ces mots parfois que vous utilisez. Nous on est très friandises, gredine, chippie et tout dit quoi. Mais oui, c'est bien chippie, gredine. Mais non, mais c'est fou ce regard un peu. Oh là là, ça gâche tout le podcast, tout est gâché. On veut transmettre de la joie, de l'envie, et toi-même, ce que tu produis, ce que tu offres, ce que tu construis, tu l'amoindris, tu l'amenuises. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Sorti de tes entrailles. Enfin, ça me fait penser à chaque fois, comme dans le podcast. J'écris des livres, mais ça se lit pas. Je veux sortir un énième disque. Mais c'est fou. Non, mais pourquoi ça ? Je comprends. Écoute, t'es pleine de talent. Si ce podcast doit servir à quelque chose, ne serait-ce qu'une fois, parce qu'on le sait, il aura certainement servi à rien, et là je fais ma Noguera, mais si une fois il peut servir à quelque chose, c'est pour que Elena change de point de vue sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle fait. Voilà, c'est dit. À partir de maintenant, la nouvelle Elena est avec nous. Bien sûr. Avec le sourire, raconte-nous cet album qui va cartonner et dont toutes les oreilles du monde ont besoin. Très bien. Une toute petite nuance, c'est en fait, je me dénigre pas du tout. Je suis très bien dans ma peau et je suis très. Je sais où il y a du succès et je sais où je rentre dans une industrie. En fait, je crois que je suis lucide. Ce qu'on n'aime pas. On n'aime pas voir des gens qui sont lucides sur leur cas.
mais je suis lucide. mais non, mais on veut voir pardonne-moi, Elena, des trucs faux. Est-ce que tu crois pas que... Je sais ce que je vaux sur le marché du disque, et je sais ce que je vaux sur le marché littéraire, et Elena, je sais ce que je vaux dans ce qu'est l'industrie de la télé. Pharmaceutique, enfin je sais pas, n'importe quoi. Donc, mais en fait, il y a une lucidité qui est aussi une humilité et une modestie, mais qui ne se détruit pas de l'intérieur. Oui, je ne me dis pas qu'elle ait fait quand même ce. Je ne m'auto-détruis pas. Non, mais vous pouvez le couper. Non, pas du tout. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais je ne m'auto-détruis pas. Si tu savais, on n'a pas d'argent pour le montage, donc c'est aussi simple que ça. Non, ce que je veux dire, c'est que d'abord, on n'est jamais sûr de rien. Combien de cas montrent que un tel a sorti un ouvrage, il s'est dit c'est le dernier, après je ferai autre chose, ou a tourné-en un film, après et puis tout d'un coup c'est le truc qui cartonne. Donc on n'est pas à l'abri du succès. Déjà. On n'est pas à l'abri du succès. Là où vous avez raison, c'est que j'aurais pu m'abstenir de dire encore un disque qui ne sert à rien. J'aurais dû dire encore un disque. Déplacé. Point. Voilà. Ça c'était déplacé. C'était déplacé et c'est bien que tu te sois reprise. Mais je voulais vous rassurer pour vous dire, ne pensez pas que je m'auto-détruis de l'intérieur quand je dis une phrase pareille. Non, mais c'était même plus que déplacé. Je dirais que c'était extrêmement choquant. Voilà. Là, ça serait par exemple dans un podcast où il n'y a pas de nuance. Voilà. Alors qu'en vrai, tu dis bon non, bah oui, au fait, oui. Oui, okay, voilà. On n'avait pas trop compris, mais c'est important que tu le précises. Alors, vous êtes bien gentil. Voilà. Allez, mon Titi, lâche-toi. Ne crie jamais. Allez, vas-y, crie. Ça sera bien. Non, pas ici. Allez, crie. Ça c'est fait maintenant. Ben voilà. Comment tu cries sur tes élèves d'ailleurs? En fait, c'est bien qu'on rebondisse là-dessus parce que par rapport à l'IA tout à l'heure, quand on disait que ça les mettait, il y avait un conditionnement. Je crois que le rôle du prof, c'est de les sortir du conditionnement. Moi, en classe, je peux mourir sur scène, je peux tomber par terre, je peux me relever, je peux faire du théâtre, je peux montrer sur une chaise, histoire de crier, de les réveiller. Ça, c'est important. Je vais faire comme si j'étais prof. Bon, maintenant, vous sortez une feuille. Je veux plus entendre un bruit, d'accord? Nicolas, tu sors et tu te dégages. Tu vas chez le proviseur. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal ça, non? Ça, c'est bien. Ça, c'est ce que non, mais ça, c'est une vision assez ancienne de l'enseignement. Moi, c'est ce que j'ai vécu, ouais. Mais c'est pas moi qui. Je pense que l'autorité, c'est pas forcément crier. Je pense que chaque fois qu'on crie, moi je leur dis que je perds en fait. C'est le moment où je perds. Ah, c'est joli ça. Voilà. J'aime beaucoup. Moi, vous savez chaque fois que je crie, c'est que je perds. On a beaucoup perdu, Fred et moi. Je rebondis. En vrai, pardon, je te coupe, mais parce que ça me fait penser qu'à un moment donné, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais je sais pas. J'ai été pion justement. Et il y avait une jeune fille qui était pionne aussi et qui criait tout le temps. C'était des petits, ils avaient 6 ans, moi je devais avoir 18 ans. Et en fait, moi je criais jamais, justement. Et j'avais trouvé la seule solution pour qu'ils m'écoutent, parce que tu veux pas crier comme je viens de faire là. Et ça, les bonbons. Des vieux profs que j'avais insupportables eux-mêmes d'ailleurs. C'est années 50 ça. Ouais. Hein? Et en fait, je mettais celui qui était hyper sage, je le mettais au coin. Et c'était devenu une vanne d'aller au coin. Donc en fait, j'avais réussi à tout inverser. Inverser les sanctions. Ah, sympa. Et du coup, ça devenait marrant, et du coup, on m'écoutait. Alors que la pauvre fille en qui travaillait avec moi... En somme, tu es pour la peine de vie. Déjà, l'humour est une belle arme, l'humour. C'est bien, c'est vrai, l'humour, c'est génial, l'humour. Alors, moi, j'adore l'humour. Allons au bout de ce disque qu'on a évoqué il y a maintenant 8 ans et demi dans ce podcast. 8 ans et demi. Donc, ce disque, un nouveau disque. Album. Donc, nous allons... Oui, parce que dans le podcast, tu as remarqué qu'il y a le podcast de Jonathan qui est dans le podcast de Jonathan et Fred. Ils ont aussi son émission dans l'émission. C'est ça, voilà. Exactement. Il est comme ça. Oui. Vas-y. Alors, ce disque, c'est un disque de chansons en à peu près... je vais utiliser la langue espagnole parce que je parle plusieurs langues. Ah oui, combien de langues d'ailleurs J'en parle 5. Waouh. Ouais. Et donc je vais, comme j'ai un spectacle de Frida Kahlo qui est tiré des correspondances de Frida Kahlo. Donc j'incarne Frida Kahlo. Alors rappelons-le, immense artiste mexicaine, femme de Diego Rivera, c'est ça, qui faisait partie un peu, qui fricotait avec les surréalistes, qui était dans un figuratif très plein de couleurs, plein de beaucoup de couleurs. Et alors puis la représentation de sa féminité avec sa moustache notamment, ça a beaucoup. Femme qui a vécu un accident de tramway, donc qui a été handicapée, qui a passé sa vie allongée et qui s'est peinte et qui avait des douleurs incroyables et qui effectivement a laissé pousser ses poils. Donc elle avait une féminité très affirmée, elle avait une grande liberté, elle a eu des amants, des maîtresses. Elle était mariée avec Diego Rivera qui la trompait beaucoup, mais auquel elle était très attachée.
Et par contre, elle ne se réclamait pas du surréalisme. Elle détestait les surréalistes, elle les insulte. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, c'est très drôle dans le spectacle, à un moment, dans le spectacle, dans ses lettres, en fait. C'est même pas un spectacle. Je ne peux pas réduire Frida Kahlo à un spectacle. Mais non. Mais, ce qu'il y a d'assez amusant, justement, dans le féminisme de Frida Kahlo, en tous les cas, c'est que la postérité fait qu'elle est plus connue que Diego Rivera, ce qui est assez rare dans les couples d'artistes. Oui, bien sûr. C'est génial, parce qu'elle souffrait énormément. Elle en parle d'ailleurs dans les lettres Diego est plus connu que moi, gagne beaucoup plus d'argent que moi. Si c'était pas lui qui achetait mes toiles, je ne serais rien. Donc ce rapport-là existe très fort. Elle ne se réclame pas féministe. Elle est devenue une icône féministe malgré elle. Oui, c'est ça. Mais elle s'en réclame pas du tout, même dans ses écrits. C'est pas sa conscience, mais elle l'est intrinsèquement. Elle l'est tout à fait par elle-même. Et donc, je fais ce spectacle. Et dans ce spectacle, j'ai intégré, comme j'aime beaucoup chanter, j'ai intégré des chansons de Chavela Vargas, qui était une musicienne, chanteuse mexicaine, qui a été aussi sa maîtresse, qui maintenant est une très vieille dame et qui chante des chansons un peu avec une grosse voix. J'ai aussi mis une chanson de Liassa. J'adore. Ouais, très jolie. Et j'ai mis Piensa en mí de Luz Casal. Oh là là, cette chanson. Et qui vient un peu donner des temps de repos, parce que c'est dense. Tu veux pas me le dire juste une fois, Piensa en mí? Si tienes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Oh là là, merci. C'est superbe. C'est dans le film d'Almodovar. C'est dans le film d'Almodovar. Quelle chanson extraordinaire. Donc nous, on l'a mis dans le spectacle. Et donc, ces versions-là, je les enregistre pour que les gens, après le spectacle, puissent partir avec un souvenir. Et j'étends un peu, je fais une extension. Et j'ai écrit des chansons supplémentaires comme étant possiblement des chansons liées à Frida Kahlo. Avec l'univers et la pensée Frida Kahlo, un peu furieuse et dramatique. Et donc, je parle de La jambe en bois. Et ce sera disponible quand, ça, tu as déjà enregistré? Non, on y va bientôt. Et on fait tout avec la reprise du spectacle en octobre 26 au Théâtre 13 en principe. On est toujours en discussion, mais bon, de toute façon... Et le disque. Oui. Elle fait son Elena, là, attention. Elle fait ce chichi. Non, mais je peux le dire. Et puis, de toute façon, les gens, après, ils oublient un peu où c'était. Et si ça change de théâtre, si ça se fait pas vraiment avec le Théâtre 13, ce sera à la Pépinière ou n'importe où, un autre théâtre. Mais en tout cas, on y retourne au théâtre. Le parking d'Intermarché. Voilà. Parfait, ça sera très bien. Donc, ça va exister. Et puis, le disque, il sera en même temps. En fait, je fais un double game. Et quelles sont ces 5 langues que tu parles? Alors, les 5 langues parlées, c'est assez facile. Français, apparemment. Donc le français, le portugais. Ouais. Et après, ça, c'est très facile de découler vers l'italien. Je parle le belge, évidemment, mais l'italien, l'espagnol, et puis l'anglais, qui est un peu une langue obligatoire. Mais l'espagnol et l'italien, j'ai pas de mérite, parce qu'une fois que vous avez le français et le portugais, si vous êtes bon en puzzle... Oui, ça marche. Vrai que ça... Le cerveau, il y va. Le wallon, non, un peu. Et le flamand, j'ai parlé flamand. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire... Ik spreek een beetje Vlaams, maar je vergeet... tu vois, quand même, donc ça fait 6 langues. A mí me gusta tocar la guitarra. Merci à la... me gusta la paella. Merci à cette merveilleuse polyglotte. Oh, merci. Merci à ce merveilleux professeur monoglotte. Combien de langues Français, espagnol. T'es prof de français, donc tu peux parler que français, ça suffira largement. Espagnol, anglais, je crois. Polyglotte quand même. Merci à nos invités polyglottes. Alors, on a hâte de découvrir cet album qui sera, je le suis sûr, un succès. En tous les cas, ça donne envie. À t'entendre, c'était vraiment on n'a jamais fait ça. Un live, certes, mais un live. On fait des tenez, goûtez, c'est délicieux. Tu l'as pas dit avec beaucoup de... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Voilà, avec du sourire, c'est tellement mieux. Mignon. Et on a le principe veut qu'à la fin du podcast, c'est vrai, j'avais oublié. À la fin de l'émission du podcast, c'est les invités qui... Non, il n'y a pas de sandwich. Vous avez libre antenne. Vous avez une minute. Des fois, quand il y a des partenaires... Quand fut un temps, on avait 2 euros de budget. Non, c'est vrai qu'il y a eu des partenaires. Il y a eu des partenaires, c'est vrai. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas. Par contre, vous finissez le podcast et nous, on s'en va. Vous dites ce que vous voulez pendant 1 minute sur vous, sur nous, sur Frida, sur les cours de français, sur l'école publique, que sais-je. Voilà, on découvrira tout ça avec les auditeurs. On ne veut pas l'en. Vous partez... Et merci en tous les cas. Vous partez dans les sous-sols. Merci à vous.
Eh ben, c'était bien, qu'est-ce que t'en penses, Titi? Oui, moi j'ai bien aimé, mais si j'avais accepté, tu te souviens, ça me faisait penser à ta petite émission sur la ronde, ton idée d'émission. Ah oui, la ronde. Un invité invite un invité qui invite un invité qui invite un invité. Exactement. Et on voit à la fin, si le premier il est d'accord avec le dernier. Oui, puis c'est l'idée de... Enfin, quelque chose que tu aimes bien, toi, c'est l'idée de la lignée et de l'idée de qu'est-ce qu'on construit, enfin comment on est construit et d'où on vient et voilà. Pour savoir où on va. Donc, c'est vrai, c'est une petite ronde là, c'est un petit duo. Et puis ce duo-là, il est quand même fantastique. Oui. Il fait envie. Moi, il me fait penser à... Il y avait Baer et Wiesmann il y a des années, tu te souviens, sur Radio Nova. Et puis c'est ton côté un peu ce que je disais à un moment donné, ton côté cartoon. Toi, tu as ce côté-là, je ne sais pas si c'est belge ou si c'est intrinsèque à toi. Parce qu'eux, ils ne sont pas belges. Non, ils sont pas belges, mais ils ont ce côté cartoon, l'idée de déployer ce que toi tu l'as ça en toi. Ouais. Bah merci. Bah de rien. Vous êtes bien aimable. En tout cas, j'étais contente que tu sois avec moi. Oui, c'est étonnant. Mes seins sont étonnants. Non, mais tétons. Ah. Tétons là. Ça, c'est les seins. Mais les seins de Jésus, quoi. Ah oui. Oui, les seins. Pas à cela. Oui, c'est pour ça. Il y a plein de trucs dans cette phrase. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes, des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, machin, enfin tout ça, quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je les les aime. Partout dans la rue, enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon quoi? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez, tenez, goûtez, c'est délicieux.